Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler d'eau pluviale et de ruissellement quelques secondes, mais tout de suite les brèves de la semaine. Avec, en matière d'agents, le droit de se taire qui continue à faire parler lui, notamment pour les militaires. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir des détails. Et puis, comme vous le savez, avec la loi de finances pour 2025, mais aussi deux décrets, du 27 février, dont voici les références, les agents n'ont plus désormais droit à un plein traitement lors des congés maladie, mais il y a quelques subtilités. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, c'est plutôt confirmatif, le fonctionnaire stagiaire peut ne pas être titularisé, y compris en prenant en considération des faits antérieurs au début du stage. Il peut arriver également, d'ailleurs, qu'une sanction disciplinaire puisse être infligée à un agent sans qu'il ait communication de toutes les pièces de son dossier. Voici ici une illustration très intéressante. On en a parlé il y a 15 jours, mais ça y est, c'est remis sur les rails d'un point de vue parlementaire. On a le texte qui est donc relancé sur l'extension du mode de scrutin, d'accord, même pour, de la parité dans les modes de scrutin, même pour les moins de 1000 habitants. On aurait dans les communes de moins de 1000 habitants une parité quand même, comme pour les plus de 1000, mais avec la possibilité de listes incomplètes. C'est une demande d'ailleurs de l'AMF, Interco de France, etc. AMRF. Et puis est relancée aussi, là aussi on en avait parlé ensemble, la suppression du vote par arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Et puis quelques précisions également sur les élections des maires et des adjoints à l'occasion d'une affaire un peu complexe concernant Gentilly. Arrêt du Conseil d'État, voici ici les références, donc précision lorsqu'on va élire le maire et les adjoints. Grosse actualité électorale puisqu'on a également une loi sur l'élection du maire d'une commune nouvelle quand le conseil municipal est incomplet. Que faire? Réponse législative. Abordons maintenant la question de responsabilité. Beaucoup de gens se sont émus, à mon avis, à juste titre, y compris la FNCCR, se ému d'un arrêt de la CA de Lyon, dont voici ici les références, et qui semble élargir la responsabilité des autorités en charge de la compétence GEMAPI. Peut-être faut-il ne voir cet arrêt que dans le contexte qui était le sien, mais prudence. Et puis, autre décision importante en matière de responsabilité, mais cette fois-ci de responsabilité financière des gestionnaires publics, donc de la Cour des comptes et à hauteur d'appel, Cour d'appel financière. La Cour d'appel financière a, dans une affaire importante, département de l'Eure, a rendu un arrêt qui précise ce qu'est un préjudice financier significatif pour l'infraction financière un peu balai, qui est celle de l'article L131-9 du CJF, Code des juridictions financières, et qui portait en l'espèce sur une fraude au RIB, qui a pu être considérée comme étant une faute grave, donc responsabilité financière, puisque dans cette infraction, il faut une faute grave et un préjudice financier significatif. Préjudice financier significatif, donc, son mode de calcul est précisé par cet arrêt, c'est intéressant, mais surtout, est sanctionné un agent il y avait une substitution de RIB, ça semblait quand même compliqué, il a essayé de faire quelques vérifications. Pris par la masse des affaires à traiter, il n'a pas poussé ses vérifications jusqu'au bout. On a estimé qu'il avait commis une faute grave, ce qui, à mon avis, pourrait inquiéter un grand nombre, notamment de comptables publics. En matière d'aménagement, grosse actualité aussi, l'appel dirigé contre un jugement avant dire droit peut être privé d'objet en cours de procédure, c'est à Bordeaux, ça c'est logique en fait. L'État de Toulouse a estimé qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur justifiant des dérogations espèces protégées pour ces fameuses autoroutes A69 et puis la bretelle à côté A680. L'État a annoncé qu'il formerait appel. En matière d'environnement, il y a eu adoption définitive, mais attention, le Conseil constitutionnel, qui a été saisi, ne s'est pas encore prononcé, adoption définitive donc de la loi souveraineté alimentaire et agricole. Il y a un gros volet agricole, bien sûr, mais pour retenir ce qui va concerner le monde public, il y a comme un gros volet, notamment sur les haies, sur les espèces protégées, avec un relatif démantèlement du volet pénal, un volet bassine, etc., des RIPM qu'on évoquait à l'instant, un peu de droit dans un certain nombre de cas, reste à savoir si c'est conforme au droit européen. Et puis un volet dont on parle pas beaucoup, mais qui est important à mon avis, il y a un article sur les syndicats mixtes d'eau et d'assainissement, qui essaye de bien faire cet article, mais qui, à mon avis, a quelques faiblesses de rédaction à tout le moins. Et puis, ce qui était très attendu aussi par les acteurs de terrain, c'était une instruction sur tout ce qui est agrivoltaïsme après une série de textes, pour avoir un mode d'emploi un peu opérationnel. Ça y est, c'est fait.
Ce qui était attendu aussi, les médias en ont beaucoup parlé, à juste titre à mon avis, c'est la fameuse loi PFAS, dont voici ici les références, loi du 27 février. Et puis, dans les derniers textes très attendus, il y avait aussi la loi de financement de la sécurité sociale, voici ici les références, loi du 28 février, avec une modification, les correctifs des censures du Conseil constitutionnel assez limités. Parlons maintenant des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. En fait, il y en a deux, il y a entre l'État et les agences de santé, mais les agences de santé elles-mêmes passent de tels contrats avec les établissements de santé. Et un nouveau décret recentre un peu sur certains types d'établissements et seulement sur un contenu plus stratégique, c'est CPOM. Et puis une loi qui va concerner les MDPH, parce que la procédure est accélérée et assouplie, a été adoptée dans le cas particulier de certaines maladies, sclérose latérale amyotrophique et autres. Et puis, autre chose qui résultait d'un long processus aussi, c'est qu'il y avait eu des débats assez longs sur le point de savoir si les enfants en situation de handicap doivent être pris en charge par l'État ou par les collectivités, notamment pour leurs AESH et autres. Il y avait eu des jurisprudences, il y a ensuite une modification. Bref, aujourd'hui, un décret clôt ce long processus pour dire qui fait quoi dans ce cadre. Loi d'urgence pour Mayotte également publiée du 24 février, avec une circulaire sur les aides d'urgence qui porte sur d'autres volets que ceux de la loi en réalité. Et puis un nouveau modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, arrêté du 11 février mais qui a été publié bien après. Et puis évidemment, la décision de justice dont tout le monde a parlé, c'est celle sur la fin de Énergie 12 et surtout de C8, décidée par l'Arcom et validée par le Conseil d'État. Voici ici les références de cet arrêt. Ce dont on parle moins, mais là ça commence à monter en termes de débat, c'est que vous savez comme moi que quand on va chercher des sources en droit, on va regarder le droit positif, loi, décret, etc., les codes, on va regarder la jurisprudence, mais très souvent pour la jurisprudence, il est très intéressant d'avoir les conclusions des rapporteurs publics, qui ne sont pas toujours suivies, mais qui souvent, notamment quand elles le sont, nous donnent un mode d'emploi et nous indique des subtilités que la concision des jugements et arrêts derrière permet pas toujours d'identifier. Il y a des droits de propriété intellectuelle pour ces rapporteurs publics sur ce que sont leurs écrits dans ce cadre, bien que ce soit dans le cadre de leur travail. Il y a un régime qui permet d'avoir ces décisions, soit parce qu'elles sont publiées dans telle ou telle revue, soit parce qu'elles sont directement mises en ligne, en open data sur Ariane, mais c'est au libre choix des rapporteurs publics. Pour ceux du Conseil d'État en tout cas, pour Ariane, et où parfois on trouve des conclusions de rapporteurs publics sur les sites DTA. C'est très intéressant, mais bon, souvent c'est dans quelques revues, mais la plupart du temps ils ne sont juste pas diffusés. On peut en demander diffusion dans certains cas, il y a un paiement d'une redevance, il y a un régime là-dessus, et puis il y a un parlementaire qui commence à dire, non, il faut que ça fasse partie de l'open data des décisions de justice. Les syndicats de magistrats s'y opposent. Évidemment, nous, en tant que consommateurs de ressources juridiques, on serait ravis d'avoir toute cette base. Mais les syndicats de magistrats qui s'y opposent ont quelques arguments à faire valoir intéressants aussi. À suivre. Et puis des mini-brèves. Que voici. Et que voilà. Mais abordons notre grand dossier eau pluviale, ruissellement et compétences des collectivités. Vous le savez, la compétence GEMAPI, il y a la prévention des inondations, il y a les cours d'eau, oui, mais quand commence-t-on à être dans un cours d'eau intermittent, pas intermittent, cours d'eau méditerranéen, pas méditerranéen, on est déjà sur des choses assez complexes. Et dans la liste des compétences de l'item de la GEMAPI, donc L211-7 du Code de l'environnement, l'item 4 sur le ruissellement ne fait pas partie des compétences qu'il est obligatoire de transférer aux intercommunalités, puis ensuite à des syndicats mixtes, EPAGE, EPTB ou autres. En revanche, une fois qu'il y a du ruissellement rural ou un excès d'eau au niveau du pluvial urbain, on va se retrouver avec une vraie compétence GEMAPI quand je commence à avoir l'eau qui arrive dans des cours d'eau ou qu'on sera en prévention des inondations. Frontière complexe. Et puis un lien très fort avec l'imperméabilisation des sols, qui lui-même est en lien direct avec à la fois des compétences d'urbanisme et aussi avec les pratiques culturelles, agricoles. Et puis bien sûr, il y a la compétence sur la GEPU, les eaux pluviales urbaines, et puis plus largement un lien avec l'organisation de sa voirie, qui est une compétence plus que connexe avec la GEPU, etc., etc. Sauf qu'en pratique,
Ces questions s'entremêlent. On a énormément, nous, dans notre cabinet, travaillé sur des territoires où on a un continuum entre ce qui sera le résultat des pratiques agricoles, notamment pour les questions de couler de boue, pour que les sols soient désimperméabilisés, là aussi, ou enherbés, pas forcément par exemple entre des vignes, mais ça peut être sur le bord, ça peut être des politiques de murets, ce peuvent être des remises de haies bocagères, comme ça a été beaucoup fait par exemple dans le sud Finistère. Et puis derrière, on aura un lien avec ce que seront les politiques en matière de voirie et de fossés, puis avec les compétences urbaines, avec la GEPU, mais aussi la désimperméabilisation des sols, etc., etc. Donc comment mettre tout le monde autour de la table pour gérer ce qui peuvent être sinon des sérieux problèmes, des sérieuses difficultés. J'ai voulu faire appel sur ceci d'abord à mon frère associé qui connaît ça 1000 fois mieux que moi, qui travaille surtout là-dessus au quotidien, et à un de nos partenaires dont on a vraiment apprécié le côté très opérationnel du travail. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Première question pour vous Bruno. On a un phénomène global, d'accord, mais qui ne correspond pas au découpage juridique. Je viens de le dire. Et pourtant, c'est à traiter dans sa globalité. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, la vraie difficulté qu'on a avec ce genre d'études, c'est que c'est un continuum. Vous avez la goutte d'eau qui arrive au niveau du sol. Elle est indifféremment sur une zone agricole ou une zone urbaine. Et en fait, tout l'ensemble s'enchaîne. Vous avez un ruissellement qui prend naissance dans les zones agricoles, qui après va être capté par des chemins, des routes, qui elles-mêmes sont gérées, par exemple, pour les fossés de voirie, par des aménagements qui relèvent d'autres collectivités, qui débouchent après dans les zones urbaines, qui elles-mêmes, in fine, peuvent éventuellement déboucher dans un cours d'eau qui est l'exutoire final. Et la vraie difficulté, c'est effectivement ce continuum dans la partie à la fois réglementaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a exactement le même problème pour la partie modélisation, puisqu'on n'a pas les mêmes outils pour faire les différentes parties du phénomène. Et cette diversité se retrouve dans la diversité des interlocuteurs, qui sont compétents en voirie, GEPU, GEMAPI. C'est bien ça ? Exactement. Et on peut même avoir des interlocuteurs qui ne sont pas du tout des interlocuteurs publics. Je pense notamment au monde agricole. Mais quelles sont alors les manières concrètes de travailler ? Moi, j'ai le souvenir de travaux fructueux, par exemple en zone de Champagne où on mettait tout le monde autour d'une table. Mais bon, c'est un gros défi quand même. Alors, généralement, nous, on essaye, dans le cadre de nos études, d'intégrer dès l'amont à la fois les acteurs, c'est-à-dire les élus, d'un côté, et ce que j'appelle les autres partenaires, que ce soit le monde agricole ou le monde viticole, mais également les riverains, parce que parfois on est amené à proposer des solutions qui passent chez des particuliers, et comme la frontière juridique n'existe pas pour l'eau, on est obligé d'avoir cette continuité d'acteurs. Donc nous, on préconise dans un premier temps un premier travail d'élaboration d'une première version, je dirais le schéma, le premier jet d'un schéma d'aménagement, et ensuite, avant même d'aller plus loin, d'avoir un travail de concertation et d'échange. Mais ça peut être relativement long et complexe. Et est-ce qu'il y a de fortes différences techniques selon les territoires en ce domaine ? Elle est liée à la fois aux pratiques culturelles et aux différentes techniques qui peuvent être légèrement différentes selon les emplacements, les régions. Je pense notamment dans le sud de la France où on aura plus de vergers. Le milieu un peu plus tropical, on a des caractéristiques pluviométriques qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc on est obligé d'intégrer à la fois les caractéristiques, je dirais, du climat qui touche le territoire que l'on va expertiser, mais également l'adaptation de l'homme au niveau des pratiques culturelles et agronomiques de manière générale sur ce territoire-là. Donc oui, il y a des différences en termes d'impact, mais aussi en termes de solutions qu'on peut apporter. Puisque dans les solutions qu'on apporte, il faut que les solutions soient viables sur le territoire et acceptées par les gens du territoire. Et il y a un volet lié aux pratiques culturelles, un volet voirie, écoulement pluviaux, GEPU, GEMAPI, cours d'eau, même intermittent, c'est bien ça ? C'est une combinaison de l'ensemble. Et chacun va mutuellement se renforcer de l'amont vers l'aval, en fait, du niveau du ruissellement. Et inversement, si on a des problématiques d'érosion, on va plutôt travailler de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger l'aménagement le plus en aval,
du risque d'envasement, parce que c'est ça le principal problème au niveau de l'érosion, c'est pas la perte en terre qui aujourd'hui n'est pas une vraie problématique agronomique, mais par contre l'impact de cette exportation de sédiments vers l'aval qui va détériorer tous les aménagements urbains ou périurbains et voire même après dans les cours d'eau sur la qualité de l'eau. Oui, enfin, sauf que ça impose de réunir des personnes qui ont des compétences très bigarrées. Comment fais-tu concrètement? Déjà, pour se focaliser au niveau des opérateurs de premier rang qui aujourd'hui sont souvent quand même au niveau des EPCI ou des structures GEMAPiennes. Souvent, on est trop étroit, effectivement, à travers la compétence. Quand on commence ce genre d'études, il est intéressant de commencer d'abord par l'explication technique, expliquer que la petite goutte d'eau, comme l'a rappelé Bruno, ne connaît pas les frontières juridiques, est un aspect important. Et ensuite, expliquer effectivement ce décalage qu'il y a, puisqu'effectivement, je vais impliquer potentiellement un acteur compétent en matière de voirie, je vais impliquer potentiellement un acteur GEMAPien, parce que l'enjeu du ruissellement, a priori, n'est pas GEMAPien, je vais revenir dessus, les eaux pluviales urbaines, voire même l'assainissement en présence de réseaux unitaires, etc., etc. Et puis parfois, on va se rendre compte qu'on n'est pas sur un enjeu qui est dans une compétence qui existe, puisqu'en fait, c'est parfois un enjeu de ruissellement qui va impacter parfois juste des riverains entre eux, sans passer par des espaces publics, ce qui pose encore d'autres difficultés, puisque techniquement, à part des pouvoirs de police, on n'est pas censé intervenir véritablement en la matière. Je peux rajouter une dimension autour du zonage, qui, elle, pose aussi d'autres problématiques de savoir qui élabore le zonage et quand j'intègre dans l'urbanisme. Donc, première chose, d'abord, la question peut se poser, c'est pour certains GEMAPiens de se dire, je vais prendre une compétence plus large. Et il y a eu plusieurs vagues. Première vague, vision très stricte en silo de la GEMAPI, et souvent on disait, ah non, si vous voulez intervenir un peu sur du ruissellement, là, il faut prendre de l'item 4, ou plus exactement, des actions qui relèvent de l'item 4, et je m'appuie sur la clause de compétence générale des communes qu'elle transfère à un EPCI, par exemple. Et encore fallait-il bien rédiger la compétence. Là, c'était pour intervenir sur des ruissellements qui n'avaient pas d'effet direct sur la GEMAPI. Mais aujourd'hui, on a un peu décloisonné, et là, c'est que la doctrine, c'est pas, vous ne trouverez pas ça dans un texte, où on voit qu'il y a une plus grande tolérance pour accepter qu'on prenne au titre de la GEMAPI des interventions qui ont été auparavant relevées purement du ruissellement. Dès lors que votre ruissellement va avoir un effet direct, immédiat sur votre enjeu PI, on est sur un enjeu où on peut justifier qu'il faut le maîtriser parce que sinon derrière il y a des incidences lourdes sur la PI, on se retrouve à pouvoir assez facilement aujourd'hui à l'intégrer. Pour autant, parfois votre enjeu, il ne va pas être que GEMAPien, ou parfois je vais avoir des enjeux aussi de subventionnement, et donc du coup, j'aurai parfois un intérêt quand même à me prendre un item supplémentaire dans mes compétences pour pouvoir intervenir. Alors, pour les communautés de communes, ça ne va pas toujours régler, puisque souvent elles n'ont pas la gestion des eaux pluviales urbaines, qui est un autre problème qui va être parfois en interaction. Donc de toute façon, même si aujourd'hui on a une vision un peu plus large de la GEMAPI, et même si je prends un bout de l'item 4 au niveau de la communauté, même là, je serais parfois encore un peu à l'étroit dans ma compétence par rapport à tous ces enjeux-là. Donc à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table, ça c'est clair. Et ce qui arrive souvent à débloquer les esprits, c'est qu'on leur dit, mais arrêtez d'être binaire. Il ne faut pas toujours chercher à savoir si une opération, elle est GEMAPI, pas GEMAPI, item 4 ou pas item 4, GPU, pas GPU. En réalité, certaines opérations sont des opérations complexes, au sens de complexité des compétences. Et parfois, il faut mettre tout le monde autour de la table et identifier par rapport à une opération, par rapport à une action, par rapport à un ouvrage, une quote-part finalement entre les différentes compétences. Et peut-être que telle opération, elle sert en partie des enjeux purs de ruissellement, mais en forte pluviométrie, on est bien content que ça soit là parce que ça va aussi intervenir pour éviter l'aggravation au niveau de l'enjeu PI, voire même peut-être cet ouvrage-là, il faut le faire parce que ça évite en aval la surcharge de réseau. Et là, c'est une inondation par débordement de réseau, mais en réalité, c'est plutôt de la GPU ou de l'assainissement. Et si on met tout le monde autour de la table et qu'on se met d'accord sur un pourcentage, tout à coup, on arrive beaucoup plus à débloquer la situation parce que souvent, les situations orphelines, c'est quand on se renvoie la balle parce que personne ne veut prendre 100%. Et avec quels outils? Des mentions dans les SAGE et les SDAGE, des conventions avec différents cadres juridiques, ou est-ce qu'on a une planification un peu théorique et ensuite chacun agit dans son silo de compétences, ou un petit peu de tout ça ou... C'est clairement un peu tout ça.
Les solutions peuvent être aussi bien, il faut partir des enjeux à chaque fois, mais peuvent être aussi bien des conventions. Souvent, on a recours à des conventionnements entre les différents acteurs compétents. Parfois, pour réduire un peu le nombre d'acteurs, tout de même, il y a parfois des prises de compétences. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle vague, un peu d'études en ce moment sur l'item 4, où des communautés se disent, bon, ou des syndicats, bon, ça y est, j'y vois à peu près clair sur ma compétence GMAPI. On va peut-être s'étendre un petit peu sur d'autres enjeux liés au ruissellement avec l'item 4. Mais même malgré tout, l'enjeu reste pertinent parce qu'ils ont besoin de la réventilation aussi pour savoir ce qui peut être financé via l'attaque GMAPI ou pas, puisque l'attaque GMAPI ne pourra être que sur la partie GMAPienne de l'opération. Mais souvent, oui, c'est plutôt des recours à des conventionnements. On pourrait envisager, dans certains cas, d'être dans des opérations où il y a juste un besoin de coordination, mais souvent, c'est pas suffisant. Ça peut être utile, mais c'est pas suffisant. Mais la convention entre différents acteurs, ça marche très bien entre la communauté pour ces enjeux urbains, par exemple, dans certains cas, je pense à certaines comités d'agglomération, un syndicat GMAPien qui est présent, voire même le département, parce qu'il y a aussi des enjeux parfois sur de la départementale, des choses dans le genre. Ça marche bien. Et en Champagne, on avait même noué des partenariats avec le tissu agricole. Et là, on a des outils comme des ASA, des choses dans le genre qui peuvent être intéressantes, qui peuvent ressortir pour porter certains ouvrages aussi. Bah, merci à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons de ceci pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci. Au revoir.